il faut penser l'éducation comme une aide à la vie. Et on va voir pourquoi, tout au long de la conférence. On a pu entendre très récemment, à la radio, Boris Cyrulnik, qui disait, pour les 1000 premiers jours de l'enfant, que le plus important était de sécuriser l'enfant. Trop souvent, comme l'a expliqué Julia, la pédagogie Montessori, on la réduit à du matériel, à un aménagement de l'espace, à des résultats de l'élève, et on oublie que le plus important, c'est la posture de l'enseignant, et que le plus important, c'est de sécuriser l'enfant. Et c'est que parce qu'on aura sécurisé l'enfant que lui-même pourra aller développer son potentiel et apprendre. Et très souvent, en fait, on inverse. On part du matériel et des résultats de l'enfant au lieu de partir de nous-mêmes, de notre changement à nous, de notre changement en tant qu'enseignant de posture et de regard sur l'enfant, pour l'accueillir tel qu'il est et pour l'accompagner vers son développement particulier. D'où la deuxième citation de Maria Montessori. Le premier pas pour résoudre intégralement le problème de l'éducation ne doit pas être fait vers l'enfant, mais vers l'adulte éducateur. Il faut apporter de la clarté à sa conscience et le libérer d'un grand nombre de préjugés. Vous allez voir ce soir que je vais vous bousculer. Je vais vous demander de lâcher prise sur certaines choses. Je vais vous montrer que des choses sont possibles alors que vous pensez que non. Je vais vous amener à aller un peu plus loin, à revoir différemment votre pratique. Et tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est adulte, parce qu'on a une façon de fonctionner, parce qu'on est qui on est, et qu'on va devoir se remettre en cause et remettre en cause ces façons-là et ces pratiques-là. Et c'est ce qui est le plus difficile. Agnès Putou, que vous voyez en volant là-bas, qui a été ma formatrice à la pédagogie Montessori, les 2 premiers jours, elle nous fait vivre l'ambiance Montessori comme si on était un enfant. Autant vous dire que j'ai cru ne pas revenir le 2e jour, parce que c'est tellement difficile de lâcher ce qu'on croit être la bonne voie, la bonne façon de faire, et de se remettre en cause, que souvent, on préfère fuir. Donc voilà. J'espère vous amener à dépasser tout ça. Nous allons donc voir rapidement les concepts clés de la pédagogie Montessori. La pédagogie Montessori à l'école maternelle publique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Une petite vidéo de la classe au quotidien qui dure environ 15 minutes. Le lien de la pédagogie Montessori avec les programmes de l'éducation nationale. Les prérequis nécessaires pour pouvoir la mettre en place. La mise en place concrète. La posture enseignante. Vous avez vu que je voulais garder quand même pour la fin, je suis sympa. L'évaluation du dispositif. Et enfin, les pédagogies complémentaires. C'est-à-dire les pédagogies que vous allez pouvoir utiliser en plus de la pédagogie Montessori dans vos classes pour être sûr de couvrir l'ensemble du programme. Êtes-vous prêts pour ce voyage dans la pédagogie Montessori? Alors, au niveau des concepts clés, nous allons aborder les concepts clés pour l'enfant, l'adulte, l'aménagement et le matériel, les 4 plans de développement, l'esprit absorbant, les périodes sensibles et le système dynamique. J'espère que la pédagogie Montessori n'est pas totalement étrangère à vous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler et qui viennent là pour la première fois Oui, hein? C'est ça? Bon, tant mieux, parce que du coup, on va pouvoir aller un peu plus vite là-dessus. Les concepts clés. Je sais qu'au fond, vous ne voyez peut-être pas forcément très bien, mais je vais les dire. En premier, le premier pôle des concepts clés, il y a l'enfant. L'enfant, dans la pédagogie Montessori, il est acteur de ses apprentissages. Il dispose d'un esprit absorbant. Un esprit absorbant, ça veut dire qu'il absorbe tout ce qu'il y a autour de lui sans filtre. Donc, à vous de faire attention à ce qu'il absorbe. Il est doté de périodes sensibles. Donc, les périodes sensibles, c'est des fenêtres d'opportunités où l'apprentissage est facilité. Et tout votre travail à vous va être de repérer ces périodes sensibles-là pour pouvoir lui procurer le bon apprentissage au bon moment. Il a un libre choix.
on va voir que ce libre choix est en fait extrêmement contraint. C'est pas, il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, absolument pas. Mais il a le libre choix de l'activité qu'il va faire, qu'il veut faire. Et du coup, il y a de l'autodiscipline. C'est-à-dire que l'enfant, pour pouvoir mettre en place tout son libre choix et ses activités, est obligé de s'autodiscipliner. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de l'adulte. L'adulte devient accompagnateur de l'enfant. On voit déjà que là, l'adulte, il n'est plus enseignant, il est accompagnateur de l'enfant. Premier changement. Il est bienveillant. On va voir que la bienveillance, ce n'est pas l'inverse de la malveillance. D'accord ? Toute autre chose. Être bienveillant, ce n'est pas ne pas être malveillant. Être bienveillant, c'est autre chose. Il observe l'enfant et il a confiance en lui. À titre personnel, la confiance en l'enfant a été ce qui a été pour moi le plus difficile à acquérir. C'est-à-dire que je pensais que la responsabilité de chaque enfant m'incombait en tant qu'enseignant et que du coup, c'était à moi de tout faire pour qu'il y arrive, à moi voilà, j'y pensais dans ma douche, j'y pensais tout le temps à mes élèves. Et en réalité, une fois que j'ai vraiment compris cette confiance en l'enfant, que de toute façon il y arrivera, que moi je suis là pour l'aider évidemment et l'accompagner sur son cheminement, mais que dans tous les cas il y arrivera, on se sent bien plus léger et bien plus soulagé de partager ça avec lui. Mais voilà, on a chacun, vous allez voir, vous aurez chacun vos choses qui vous dérangent le plus ou qui sont le plus difficiles. C'est un long cheminement que d'arriver à mettre en place la pédagogie Montessori. Chacun avance à son rythme et chacun a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Le lâcher-prise et en même temps le cadre. Alors là, trouver le juste milieu entre lâcher-prise et cadre, c'est aussi tout un cheminement. Et puis ça dépend des années, et puis ça dépend des classes, et puis ça dépend des élèves, et puis ça dépend de plein de choses. L'environnement, ensuite, c'est-à-dire la classe. La classe doit être préparée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de mettre en place la pédagogie Montessori le jour de la pré-rentrée. On doit préparer beaucoup de temps en amont la classe pour pouvoir être prêt à les accueillir. Elle doit être multi-âge. Alors bien sûr, il y en a qui font de la pédagogie Montessori avec un seul niveau. C'est pas que c'est pas possible, c'est juste qu'il manque de toute façon une dimension qui est la dimension sociale et qui est donc la dimension du vivre ensemble. Le fait d'avoir le multi-âge apporte énormément, enrichit énormément à la classe et au lieu d'être une difficulté en fait pour l'enseignant, c'est une facilité. Les enfants n'ont pas les mêmes besoins en même temps. Les grands stimulent les plus petits et font de la métacognition en leur expliquant les leçons. Les petits prennent exemple sur les grands et du coup en 15 jours, la classe tourne sans aucun problème. Et les partages, les échanges de savoir sont extrêmement importants et riches. Maria Montessori parle de mini-société, c'est-à-dire que le fait d'être avec des âges différents, il y a une mini-société qui se crée. L'environnement doit permettre le mouvement, donc si votre classe est pleine comme un œuf et qu'il y a des bureaux partout, il n'y aura pas de mouvement. Si vous voulez savoir plus de choses sur le mouvement, je vous envoie lire le très bon livre de Bérengère Colli, qui s'appelle Montessori de l'esprit à la lettre, où elle parle énormément des enfants nomades et de cette dimension-là du mouvement, le mouvement qui facilite l'apprentissage, le fait de se déplacer, d'être en mouvement, fait que mentalement l'enfant apprend plus. L'environnement doit également permettre l'autonomie et l'indépendance de l'enfant, c'est-à-dire qu'il doit lui permettre de se débrouiller tout seul, mais ce n'est pas juste se débrouiller tout seul, c'est-à-dire de rechercher l'indépendance de l'enfant. L'indépendance, c'est au-delà de l'autonomie. L'autonomie, c'est qu'il peut faire des choses tout seul. L'indépendance, c'est qu'il est capable de prendre en main sa propre vie. Donc c'est encore une autre dimension. Au niveau du matériel, bien sûr, le matériel apporte la concentration, c'est la base, c'est-à-dire que c'est par là que vous allez commencer quand vous mettez en place la pédagogie Montessori. Une fois que vous avez essayé, que vous faites des efforts pour la mise en place de votre posture à vous d'enseignant, que vous avez sécurisé l'enfant de ce côté-là,
vous allez mettre en place du matériel en cherchant en tout premier la concentration de l'enfant. Ce matériel, il doit être autocorrectif, toujours pour la recherche de l'indépendance et de l'autonomie de l'enfant. Autotélique. Donc autotélique, ça veut dire qu'il porte en lui la joie, le bonheur de faire cette tâche. C'est-à-dire que quelque chose d'autotélique n'a pas besoin, il ne fait pas cette activité pour vous faire plaisir ou parce que ça va lui permettre de faire ça ou ça. Il fait cette activité parce que cette activité lui apporte suffisamment de plaisir. Le matériel est manipulable et demande de la répétition, c'est-à-dire qu'il a un début, un milieu, une fin pour pouvoir être répété. Il comporte des variantes, c'est-à-dire qu'à partir d'un même matériel, vous allez pouvoir faire plusieurs séances d'apprentissage. Et enfin, un matériel apporte un concept à la fois. J'espère que voilà, vous aviez déjà des connaissances en Montessori, que c'est juste une petite révision, parce que sinon ça va très vite. Hein. C'est bon pour tout le monde? Des questions sur tout ça? Non. Alors on avance. Maria Montessori, ensuite, elle met en lumière un plan de développement en 4 étapes. Elle estime que l'enfant a besoin de liens humains. Donc c'est aussi ce que veut démontrer Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que l'enfant ne se développe qu'en lien avec le reste des autres humains. On dit même, il y a une étude américaine qui prouve que le bruit préféré des nourrissons, c'est pas la voix de leur mère, c'est les gazouillis des autres nourrissons. Donc on voit que l'être, dès la naissance, est un être social. Donc l'enfant a besoin pour se développer d'être en relation, d'être en lien. Il construit son individualité et il construit tout ça sous 4 temps forts. De 0 à 6 ans, de 6 ans à 12 ans, de 12 ans à 18 ans et de 18 ans à 24 ans. Et ça fait comme des petits escaliers comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forte, plutôt dans ce sens-là pour vous, il y a une forte croissance physique, mentale, cognitive de 0 à 6 ans. Ensuite, on appelle la période de stabilisation de 6 ans à 12 ans. Puis à nouveau, une forte croissance physique, intellectuelle et cognitive de 12 à 18 ans, ce qu'on appelle l'adolescence. Et ensuite, une période de stabilisation de 18 à 24 ans. Alors oui, ça peut faire sourire quand on voit 24 ans, mais si on se remémore tous personnellement, est-ce qu'on était totalement adulte à 18 ans? C'est pas sûr. À 24 ans, on peut se dire que oui, effectivement, on était quand même, ça y est, on était soi-même posé dans la vie et prêt à affronter le monde. Donc de 0 à 6 ans, il construit sa propre individualité, il se construit lui, il apprend sans effort, puisqu'il a l'esprit absorbant. Il a un grand besoin de liberté. On ne peut donc pas agir sur lui, donc on agit sur l'environnement. De 6 ans à 12 ans, c'est un développement social. Donc 0-3 ans, c'est apprendre à faire seul. 6-12 ans, c'est plutôt apprendre à penser seul. On passe plus à l'abstraction. Donc un développement social et moral de l'enfant, c'est là les grandes injustices, le besoin de tout connaître, de tout savoir. Le besoin de travailler en groupe, donc c'est ce que Stéphanie Marchand vous présentera tout à l'heure, c'est-à-dire sur le primaire. Et c'est 2 pédagogies totalement différentes en Montessori, de 0 à 6 ans et de 6 ans à 12 ans. Ça se fait de façon très différente. De 12 ans à 18 ans, c'est la construction d'un nouvel individu. On dit la naissance de l'être social, donc c'est voilà, un renouveau, une renaissance que l'adolescence. Il n'est plus seulement un individu, mais un membre de la société humaine. Et de 18 à 24 ans, c'est la place dans la société, on sait qui on est, et on se fait sa place, et on avance de façon plus stabilisée. Voilà pour moi ce qui résume tout à fait le développement de l'enfant, puisque nous, on va s'attarder sur la période uniquement 0-6 ans, ce soir, pour la première partie en ce qui me concerne. Ensuite, Stéphanie Marchand vous parlera des 6-12 ans. Donc cet arbre, là on le voit, il est beau, il est grand, il a des belles ramifications. Alors que ce que nous, on peut voir,
en tant qu'enseignante maternelle, au départ, c'est pas grand-chose. Parce que tout est fait en interne. C'est-à-dire que nous, de 0 à 3 ans, alors surtout les parents de 0 à 3 ans, au départ, l'enfant, il fait ses racines, il se développe en profondeur, il stabilise sa base, il stabilise son développement. Et c'est qu'à partir, aux alentours de 3 ans, qu'on commence à voir émerger le langage, la pensée, l'individualité, le rapport à l'autre, tout ça. Et c'est ce qui nous perturbe énormément quand on est enseignant et quand on met en place la pédagogie Montessori au départ, c'est que nous, on est au taquet, on donne tout pour les élèves et on ne voit pas grand-chose. Et le fait de voir pas grand-chose est extrêmement déstabilisant parce qu'on se dit c'est pas possible. Là, ça fait 4 jours qu'il fait que du découpage, c'est pas possible, il n'apprendra jamais, il va jamais être bon à la fin, c'est pas possible. Donc on perd nos moyens, on perd nos repères, mais il faut se rassurer, la confiance en l'enfant, le développement de l'enfant se fera dans tous les cas. Et en fait, il construit et il grossit ses racines, sauf qu'il ne nous donne pas grand-chose à voir. Il nous donne, alors après il va nous donner avoir une petite tige, puis des petites branches. Donc là on dit, chouette, ça commence, mais bon, c'est quand même pas suffisant, faut y aller. Mais en fait, Agnès Putou appelle ça, comment tu dis toi, l'explosion. Voilà, l'explosion, et donc c'est ça, d'un seul coup, en fait, comme au printemps, où on voit que des petits bourgeons, et puis un beau jour, l'arbre, il explose, toutes ses feuilles s'ouvrent, et il devient grand et majestueux, et c'est exactement ça. Et c'est ce qui, moi, continue à me fasciner dans la mise en place de cette pédagogie, c'est que l'enfant nous donne à voir des petites choses, de plus en plus malgré tout, il se construit, on le voit bien, mais... et d'un seul coup, explosion du langage, explosion de l'écriture, explosion de la lecture, explosion mathématique, et on se dit, waouh! Et en fait, il va d'un seul coup, très très vite, parce qu'il a pris le temps de bien s'enraciner et de bien poser ses expériences et ses savoirs. Donc une fois qu'on sait ça, déjà, ça peut déjà nous rassurer un petit peu et nous aider à nous dire, bon, ok, on voit peut-être pas grand-chose, mais il apprend quand même, il fait ses racines, laissons-lui le temps de faire ses racines. Ça ne veut pas dire qu'on le laisse et qu'on lui dit, continue de faire ton découpage, quand tu seras prêt, tu viendras me voir. C'est pas le concept, on va voir plus loin. Mais on peut arrêter de lui mettre la pression et arrêter nous-mêmes de stresser pour lui, parce que de toute façon, il va avoir bientôt un beau feuillage. Il faut savoir que selon les neuroscientifiques, selon les chercheurs en neurosciences, le milieu l'emporte sur l'inné. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être né dans un milieu riche, pas en termes pécuniers, mais riche en termes de stimulation avec un environnement préparé. Donc il vaut mieux être né dans un environnement riche avec un faible QI qu'avec un fort QI dans un environnement pauvre. C'est-à-dire que le milieu, ce qu'on va proposer à l'enfant et à son esprit absorbant, c'est-à-dire son esprit qui prend tout ce qui passe, est plus important que ce avec quoi il est né à la base. Ce qui fait que nous, en tant qu'enseignants, ça nous donne une énorme responsabilité. Ça veut dire que quel que soit le QI de départ de l'enfant, quelles que soient ses capacités innées, il est de notre responsabilité de lui apporter un environnement riche et un environnement préparé pour l'aider à se développer. On va faire un point très très rapide sur les périodes sensibles, parce que ça, vous devez être super au point. Donc, les périodes sensibles, c'est vraiment un concept clé de la pédagogie Montessori. C'est le fait que l'enfant, donc elle est arrivée à cette conclusion en faisant le lien avec De Vries, qui était un scientifique de l'époque, qui avait remarqué que les petites chenilles, quand elles naissaient, donc elles naissaient, le papillon faisait les bébés chenilles ras du tronc, donc dans la partie la plus stable de l'arbre, mais elles, pour se développer, elles ont besoin de manger les feuilles les plus tendres, qui se trouvent à l'autre bout de l'arbre. Et bien donc les petites chenilles, elles naissent avec une faculté ponctuelle dans le temps, qui leur permet d'être attirées par la lumière, et donc d'aller jusqu'aux petites branches fines pour pouvoir se nourrir. Et une fois qu'elles n'ont plus besoin de petites feuilles fines pour se nourrir, cette capacité s'éteint.
Et bien Maria Montessori, elle a fait le lien avec les enfants en montrant, parce qu'elle a observé son but, enfin sa spécificité, c'est que c'était une scientifique. Je n'ai pas refait la biographie de Maria Montessori, sinon on n'avait pas le temps, mais c'est quand même le cœur de ce qu'elle est, c'est d'être une scientifique, d'être la première femme médecin d'Italie, et du coup d'avoir énormément observé. Toute sa pédagogie est basée sur l'observation de milliers d'enfants dans différentes cultures en Inde. Voilà. Elle a fait plein de cultures, plein d'enfants, et elle a observé. Et elle en a déduit des grandes lois. Et donc, dans ces grandes lois, il y a les périodes sensibles. Et donc, elle a fait le lien avec les petites chenilles en disant que l'enfant, tous les enfants du monde, ces lois, elles sont universelles, elles ont une durée d'intensité variable en fonction de chaque enfant, mais tout le monde y passe. Et bien, l'enfant, il a cette capacité-là à un moment donné. Il a une fenêtre qui lui permet de développer encore plus facilement ses capacités sur un de ces périodes sensibles. Donc les périodes sensibles, là il y a la période sensible de l'ordre, il y a la période sensible du mouvement, il y a la période sensible des petits objets, la période sensible du langage, la période sensible des perceptions sensorielles et la période sensible du développement social. Vous les voyez là, elles s'étalent toutes entre 0 et 6 ans avec des pics d'intensité différents. Tous les enfants ils passent par là, mais pas tous au même moment spécifiquement, et pas tous avec la même intensité. Et en même temps, heureusement pour nous. Parce que sinon, on aurait à répondre à toutes ces attentes et toutes ces demandes-là en même temps pour tous les enfants de la classe. D'où l'importance et l'intérêt d'avoir du triple niveau, ou en tout cas du multi-âge, parce que ça nous permet de répondre aux différentes périodes sensibles de chaque enfant. Voici cette petite citation de Maria Montessori, notamment sur ce qu'on appelle couramment les caprices. Lorsque nous manquons de temps et que nous refusons de laisser un jeune enfant boutonner seul sa veste, s'il proteste violemment, ce n'est pas lui qui se dresse face à notre maladresse, c'est toute l'intelligence de l'homme qui gronde car elle trouve une entrave à son développement. Il s'agit d'un indicateur de la présence d'une période sensible. Même si votre enfant vous aime et vous respecte, il se battra de toutes ses forces contre vous pour suivre ses directives biologiques. Donc c'est ça qu'ils peuvent faire les parents. Et ce qu'on peut faire nous aussi, c'est-à-dire que se poser la question face à un enfant qui se dresse contre nous, ne pas le prendre comme une agression envers nous, c'est ce qu'elle dit, mais bien comme une expression de quelque chose qui ne va pas avec son propre développement. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout passer aux enfants, ce n'est pas du tout son propos. Ça veut dire qu'il faut être tellement attentif au développement de l'enfant qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que j'ai mis une autre petite citation pour contrebalancer. Toute personne en situation d'autorité incontestée, libre de toute critique, court le danger de devenir un tyran. Donc il est nécessaire de ne pas laisser les enfants devenir des tyrans. Donc il est nécessaire d'arriver à les observer finement pour les accompagner dans leur développement, comprendre où ils en sont et qu'est-ce qui est nécessaire pour eux, mais tout en faisant attention à ce qu'ils ne deviennent pas des tyrans. Donc, Maria Montessori dit que l'altruisme, la bienveillance, la tolérance, la confiance, la générosité, la compassion sont des prédispositions sociales innées de l'enfant. D'accord ? Donc, il ne faut pas dire « cet enfant est né mauvais ». Cet enfant, il a le vice en lui. Non, ce n'est pas possible. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il exprime quand il fait des bêtises? Qu'est-ce qu'il exprime quand il fait des caprices? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à nous d'aller regarder. Et elle dit aussi qu'il est très important de nourrir ces capacités-là en nous-mêmes. Le fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'enfant d'être bienveillant, d'être compatissant, d'avoir de la tolérance et de l'altruisme, de lui dire de le faire, mais de ne pas le faire. Et vous allez voir que d'être un modèle dans la classe de la pédagogie Montessori, ça modifie notre propre personnalité. Alors, pour terminer avec ces grands principes de la pédagogie Montessori, je vous propose un petit système dynamique où, en son cœur, réside l'enfant. Donc, quand on met en place la pédagogie Montessori dans sa classe, le centre, ce n'est plus nous-mêmes, enseignants, ce n'est pas les savoirs, ce n'est pas la connaissance, c'est l'enfant. Mais l'enfant qui va interagir en premier lieu avec son environnement.
Cet environnement, c'est vous qui allez l'avoir préparé. Vous avez aménagé l'espace, vous avez prévu le matériel, et l'environnement, c'est aussi le climat de classe, ce que Maria Montessori appelle l'ambiance. L'enfant, il interagit également avec les adultes présents dans la classe, donc nous-mêmes et notre ATSEM, ou dans la pédagogie Montessori, l'éducateur, mais il interagit également avec ses pairs. Il apprend énormément grâce aux autres, en dehors de nous. La quasi-totalité des gens qui viennent observer dans ma classe s'interrogent sur comment je fais pour savoir ce que fait chaque enfant à chaque instant. Alors j'aimerais être Dieu et avoir l'œil tout puissant et pouvoir dire ce que fait chaque enfant à chaque instant, mais en fait la réponse est je ne sais pas. Et arriver à dire je ne sais pas ce que fait chaque enfant à chaque instant dans ma classe, c'est un long travail et ça veut dire qu'on est suffisamment sécurisé nous-mêmes sur le fait que l'enfant travaille en fonction de ce qu'on lui a présenté, donc ce que nous on a pensé qu'il était en capacité de faire, et dans ce cadre-là, il est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est dans un cadre très précis. Il n'empêche que, par exemple, les grandes sections à la fin de l'année, ils ont accès à l'ensemble des activités. Je crois qu'un stagiaire a compté dans ma classe plus de 200 activités différentes. Donc ça veut dire qu'un enfant de fin de grande section a accès à 200 activités et il est libre de choisir à sa guise parmi ces 200 activités. Il est évident que je sais, puisque je prends le temps d'observation, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné, mais je ne pourrais absolument pas dire tout ce qu'il a fait dans la matinée. Absolument pas. Et pour autant, je connais finement chaque enfant. Parce que je prends le temps, parce que dans la pédagogie Montessori, on doit prendre le temps d'observer finement chaque enfant pour connaître précisément son développement, pour connaître sa zone proximale de développement, pour pouvoir lui proposer l'activité qui va l'amener à développer son potentiel. Mais on ne sait pas ce qui fait chaque enfant à chaque instant. Et ça, je peux vous dire que ça déstabilise énormément. Bref, reprenons. Il interagit donc avec l'adulte et avec les pairs, et donc tout ça pour dire qu'il apprend avec les autres aussi. Donc l'enfant apprend en observant les autres, mais il apprend en faisant avec les autres, et il apprend en regardant ce qu'ils font, et voilà. Ça lui donne l'envie d'apprendre, le fait qu'il y ait un triple niveau. Il voit les grands faire les grandes additions, il n'a qu'une envie, c'est de faire les grandes additions. Donc il va faire tout ce qu'il y a avant pour pouvoir rapidement arriver aux grandes additions. Dans la pédagogie traditionnelle, souvent on fait une leçon et on pense que tous les enfants savent, grosso modo, ce qu'on leur a appris. Ça paraît normal, on leur a appris par exemple que dans lapin on entendait le A au milieu. On se dit que tous les enfants vont savoir entendre le A au milieu de lapin. Et quand on évalue, on se rend compte qu'en fait ils savent souvent moins que ce qu'on pensait qu'ils savaient. Donc ça fait partie des grandes frustrations du métier d'enseignant, et c'est souvent la réalité. En pédagogie Montessori, ce qui moi m'a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, on peut faire la même leçon, le A de lapin, et bien en fait l'enfant saura plus que ce qu'on lui a appris. Et il saura plus que ce qu'on lui aura appris parce qu'en fait il aura appris avec les autres, et il aura aussi appris parce que comme on lui aura fait nous cette leçon en individuel, on l'aura fait en individuel aux 28 autres de la classe, et du coup il aura entendu cette leçon 28 fois de façon passive, une fois de façon active et 28 autres fois de façon passive, mais du coup il aura plus appris que ce qu'on pensait. Et ça c'est toujours ma stupéfaction. Il interagit également avec la notion de temps. Et très souvent on oublie, nous enseignants, pressés par nos programmes et par nos objectifs, on oublie cette notion de temps. Et cette notion de temps, elle induit, le respect du rythme de l'enfant. Chaque enfant avance différemment. Pour autant, il faut qu'on s'assure qu'il ait atteint les objectifs de fin de grande section à la fin de grande section. Ça, c'est aussi quelque chose que nous, professionnels de l'éducation nationale, il faut qu'on s'oblige, qu'on ne le laisse pas sur le chemin. Mais on a le temps. On a du temps pour lui, on lui laisse le temps, on s'adapte à son rythme. Et on s'adapte à son rythme parce qu'on a 3 années. Et on s'adapte à son rythme parce que dans les présentations, on peut s'adapter quand on va lui présenter individuellement la leçon,
l'activité qui en fait est une leçon, là on va pouvoir prendre notre temps pour lui expliquer jusqu'à ce qu'il ait compris. Donc cette notion de temps est importante. Donc on voit que l'enfant il interagit dans 3 directions avec 3 pôles différents, mais ce qui se passe aussi, c'est que ces pôles-là interagissent entre eux en dehors de l'enfant. Un enfant qui va faire que prendre que prendre du découpage pendant X temps, si au bout d'un moment on est très très inquiet sur cet enfant-là parce qu'on lui présente plein d'autres choses et que malgré tout il n'avance pas, libre à nous d'enlever de façon passagère cette activité-là. Donc là on a agi sur l'environnement et pas sur l'enfant. On ne lui a pas dit « arrête de faire du découpage, ça suffit maintenant ». On a enlevé le plateau de découpage et hop, miracle, l'enfant va aller prendre autre chose. Voilà. Donc le fait d'interagir sur l'environnement permet d'agir en fait de façon indirecte sur l'enfant. Les adultes et les enfants agissent également sur la notion de temps en dehors de l'enfant, c'est-à-dire que les autres apprennent, les autres, etc. Et puis l'adulte lui-même agit sur le temps de l'enfant. Et le temps et l'environnement agissent également ensemble. Est-ce que ça vous permet de comprendre un petit peu comment tout ça va s'articuler? Ce qui est compliqué quand on décide de mettre en place la pédagogie Montessori, c'est qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Parce qu'en fait, tout est interlié, que si on se met et que si on fait que mettre en place l'environnement, mais qu'on n'a pas le triple niveau ou qu'on n'est pas suffisamment adulte mis en posture d'enseigner la pédagogie Montessori, ou si on ne se laisse pas le temps, etc., en fait, ça ne fonctionne pas. Donc pour que tout ça fonctionne, il faut tout ça. Et le problème, c'est que d'arriver à le mettre en place, c'est compliqué parce qu'il faut faire un petit peu, et petit à petit, être meilleur dans chacun des 3 pôles. Et ça, c'est pas facile. Donc on va voir comment on peut essayer d'y arriver. Y a-t-il des questions? Non? Alors pour l'instant, je fais que vous dire que c'est pas facile, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais vous allez voir justement, on va se doter de choses pour y arriver ensemble. Mais voilà, c'est un cheminement et il faut être très bienveillant avec soi-même en se disant bah, c'est quelque chose qui est difficile, qui prend du temps, et c'est pas pour autant qu'on ne va pas y arriver. Alors, maintenant on a fini le premier point qui est les concepts clés de la pédagogie Montessori. On va voir comment le mettre en place à l'école maternelle. Alors ça, chacun, ce n'est qu'un modèle, voilà, chacun a sa façon de le faire. Moi là, ce que je vais vous montrer, c'est ma façon de le faire, ce qui ne veut pas dire que c'est la seule façon de le faire. Voilà, je veux vraiment être clair là-dessus. Là, ce que vous allez voir, c'est comment moi j'ai fait pour la mettre en place. Il y a plein d'autres façons de le faire. Donc on va parler de l'hybridation, parce que évidemment, dans l'éducation nationale, on ne fait pas de la pédagogie Montessori traditionnelle, donc forcément, on fait une forme hybride de la pédagogie Montessori, on va voir pourquoi. On va parler de la personnalisation des apprentissages, donc ça c'est comment j'ai appelé cette hybridation en fait, entre la pédagogie Montessori et les exigences de l'éducation nationale. Et on va voir des définitions. Donc, l'hybridation, c'est l'articulation de plusieurs choix didactiques issus de pédagogies différentes. Donc là, désolé pour les parents, là d'un coup c'est compliqué. Alors, encore une fois, c'est Bérengère Colli qui nous explique qu'est-ce que c'est que de faire de l'hybridation en pédagogie Montessori. Et elle met en garde les enseignants en disant bien qu'il y a des façons d'hybrider qui sont pertinentes et des façons d'hybrider qui sont pas non pertinentes, mais qu'on ne peut plus appeler de la pédagogie Montessori. Elle dit qu'il y a tout un arc de nuances entre faire de la pédagogie Montessori pure jusqu'à faire de la pédagogie traditionnelle, et au milieu, chacun se situe où il veut. C'est comme un compteur. D'accord ? On part de là où on veut, d'ailleurs, de droite ou de gauche, et on se situe tous à un endroit. Donc il y en a qui vont faire presque de la pédagogie traditionnelle Montessori, et il y en a d'autres qui vont faire un tout petit peu de la pédagogie Montessori et beaucoup du traditionnel. Et elle met bien en garde en disant que, suivant où on se situe, c'est pertinent ou ça ne l'est pas.
Donc il y a des pratiques correctes, c'est-à-dire qui se basent sur des techniques, donc du matériel notamment dans la pédagogie Montessori, des pratiques mais aussi des principes. Et très souvent on oublie, lorsque l'on met en place la pédagogie Montessori, les principes. On se dit oui c'est bon, j'ai mis en place le matériel, oui voilà, ça fonctionne, en fait on pense avoir tout bien fait, on a aménagé la classe, voilà, mais on a oublié les principes. Les principes c'est ce qui régit, c'est la philosophie, c'est-à-dire la pensée de Maria Montessori. Et si on oublie cette pensée-là, ça ne fonctionnera que partiellement. Parce qu'en fait, le matériel n'est pas suffisant en lui-même, ce n'est pas le fondement même de la pédagogie. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie après sur la posture, parce que c'est vraiment là que se situe l'expression des principes de la pédagogie Montessori. Donc, elle continue en disant, il y a des pratiques hybrides, des pratiques mixées, qui à chaque fois sont une forme de recherche pour chacun d'entre nous. La question de l'hybridation est complexe, mais tout est possible. Donc tout est possible, mais tout n'est pas pertinent. C'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma. Vous voyez qu'il y a les deux flèches, hein, ça ne veut pas dire qu'on est forcément, part forcément d'un sens à l'autre, c'est multidirectionnel. On a d'un côté la pédagogie traditionnelle, et la latéralisation pour moi c'est pas très simple. Donc d'un côté la pédagogie traditionnelle, ensuite il y a ceux qui font de la pédagogie traditionnelle avec des plateaux autonomes, donc ça c'est une première forme d'hybridation. Tout à gauche il y a la pédagogie Montessori traditionnelle, c'est-à-dire où il n'y a pas de temps collectif, il n'y a pas de référence au programme. Et nous, ce dont on va parler là, c'est la personnalisation des apprentissages, c'est-à-dire on a du temps de travail personnalisé, où chaque enfant réalise une activité différente. On a un temps de travail collectif, on a malgré tout du multi-âge, mais notre grosse contrainte, c'est la référence au programme de l'éducation nationale. C'est bon, vous voyez où on se situe? Ça ne veut pas dire que c'est le bon endroit où on se situe, hein. Ça veut juste dire que l'exemple c'est ça. On a le droit de se situer où on veut. Donc, qu'est-ce que réellement la personnalisation des apprentissages? C'est le fait d'apprendre à chaque enfant une notion qui se trouve dans sa zone proximale de développement, et ce, indépendamment du reste de la classe et de sa section d'origine. Donc on va lui proposer une activité qui correspond à lui et à son développement, mais pas en fonction de son niveau, ni en même temps tout le monde. C'est-à-dire que chaque enfant, en fait, dans la pédagogie Montessori, va passer par le même matériel, mais chacun en fonction de son développement. Ça va, ça? Et c'est ce qui est dur quand on met en place la pédagogie, c'est qu'au début, on a du mal à observer, après on commence à être bon en observation de l'enfant, donc on arrive à trouver sa zone proximale de développement qui va avec sa période sensible. Donc déjà, on a déjà bien cogité en regardant chaque enfant. Et après, il faut qu'on arrive à, en plus, avoir intégré toutes les activités Montessori et leur plan de séquence, leur séquençage, pour trouver celle qui correspond, pour pouvoir débuter et ensuite amener l'enfant à suivre tout ça. Et donc au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas tout ça en tête. Rassurez-vous, c'est la première année qui est difficile. Les autres années, on a tout ça en tête et du coup, on est bien meilleur. Au début, on rate systématiquement ces présentations. Parce qu'on pense avoir trouvé le bon truc à présenter et, plouf, on tombe à l'eau parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qui intéresse l'enfant parce que ce n'est pas sa zone proximale de développement ou que ce n'est pas sa période sensible. Donc, croire que plus on présente, plus c'est fait parce qu'on a pu faire une petite croix, c'est faux. Il faut plus on prend le temps d'observer, meilleur on sera et plus nos présentations seront pertinentes et donc plus on gagnera du temps. Et ça va aussi à l'encontre de ce que nous, on a l'habitude de faire dans la pédagogie traditionnelle. On a tous nos objectifs, on coche ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ben là, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut le faire que quand on a pris le temps d'observer l'enfant. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir coché, parce qu'en fait, ça ne correspondait pas. L'individualisation des apprentissages, c'est autre chose. C'est le fait de demander à chaque enfant de travailler seul une notion qui est commune à tous. C'est-à-dire, le travail sur fiche, par exemple, est une forme d'individualisation des apprentissages. Chaque enfant fait un travail individuel, mais c'est le même pour tout le monde. Une activité personnalisée, c'est une activité qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Donc ça, on n'en a pas encore parlé, mais dans la pédagogie Montessori, il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque activité.
activité, c'est ce qui permet de développer la frustration, la patience et la non-compétition. Alors nous, enseignants, qu'est-ce qu'on est tenté de faire au départ? On est tenté de présenter à plusieurs en même temps. Oui, on va quand même, on est plus malin, on va gagner du temps. Moi, la première année, j'ai dit... Agnès, elle m'a dit un par un, mais elle ne se rend pas compte, on n'y arrivera jamais. Moi, j'en ai 29. Allez, j'en prends 3-4. Je leur fais la présentation. Il y en a un qui part avec et je peux cocher pour la présentation pour ces 4-là. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est fait, c'est rentable, ça va beaucoup plus vite. En fait, il n'y a que celui qui repart avec le plateau qui va investir cette activité-là et qui, du coup, va lui servir. Les 3 autres, j'ai coché, mais j'ai coché pour rien. Voilà. Déjà, ça ne correspondait pas à leur développement. J'ai pas eu une situation de relation spécifique avec cet enfant-là. Et il n'est pas reparti avec le matériel. Donc lui, il a regardé un truc, il est reparti, il a zappé. Donc, voilà, on croit des fois gagner du temps et être plus malin, mais en fait, non. Enfin, essayez, hein, vous verrez bien. Et on croit aussi qu'en faisant... c'est pas grave, on met 4 fois. J'ai que des petites sections. Je vais mettre 4 fois le même plateau, ça ne changera rien. En fait, ça change tout. Qu'il y ait 4 fois le même plateau, il n'y a pas de frustration. Du coup, il n'y a pas d'attente pour ce plateau-là, il n'y a pas l'envie. Et du coup, il y a la compétition. On prend tous le même plateau et on regarde comment font les autres. Ah ben, lui, il le fait moins bien que moi. Ou moi, j'y arrive pas bien. Je le reprendrai pas parce que j'arrive pas. Et le multi-âge, c'est un ensemble d'enfants d'âge variés avec des besoins différents et qui construisent de fait une relation non concurrente mais d'entraide. Il est impressionnant de voir les enfants s'entraider naturellement dans un triple niveau. Les grands vont de tout de suite prendre en charge les plus jeunes de façon spontanée. Et la posture d'enseignante, c'est être capable de se mettre en retrait au service des apprentissages de l'enfant, tout en étant gardien du cadre et modèle. Je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Il faut être sacrément reposé, sacrément en forme pour toujours être le modèle, pour toujours être impeccable. Et sachez-le, ça ne se peut pas. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, vous allez déraper, vous allez dire des choses, vous faire des choses qui vous auriez préféré pas faire. Voilà, on reste de l'humain, donc on peut aussi être sympa avec soi-même et se dire, voilà. Je me rappellerai toujours la première année où j'ai commencé. Donc j'observe mes élèves et j'en vois un qui nettoie par terre avec une éponge et qui lèche l'éponge. Vous voyez là le truc, le jus de l'éponge qui a bien raclé par terre. Et je me dis, bienveillance, observation, je suis en position d'observation, je n'interviens pas. Je regarde les autres, je regarde les autres, mais je le vois qui continue à nettoyer par terre et à sucer son éponge. Et là, je me dis, non, self-control, je n'interviendrai pas. Et la 3e fois, et là, après, je m'en veux, parce que je suis sortie de mes gonds, parce que du coup, tous les enfants se sont arrêtés en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et le pauvre qui était en train de sucer son éponge, il est là, morfondu, parce que je viens de le... Et là, je me dis, Et voilà. Mais voilà. Maintenant, je me déplace silencieusement, je vais voir l'enfant, je lui dis, tu sais, c'est pas très propre de manger les éponges. Mais voilà, il m'a fallu des années avant d'avoir ce self-control et de ne pas laisser mes émotions me déborder et voilà, et perturber le cours de la classe. Donc c'est pas... Voilà, c'est du travail et puis on ne sera jamais parfait, donc on essaie juste de faire au mieux. Les difficultés que cela entraîne, c'est donc un changement de conception de son métier et de son rôle, et donc de son travail au quotidien. Quand on passe le CAFIPEMP, dédicace à mes congénères ici présentes qui ont ce petit diplôme, on nous dit qu'on doit accompagner le jeune enseignant dans le développement de ses aptitudes professionnelles, mais en aucun cas remettre en cause sa personne. C'est vrai. Mais en réalité, c'est extrêmement interlié. Alors, on peut jouer un rôle, on peut
se dire, voilà, pendant que je suis en classe, je joue le rôle de. C'est vrai. Mais quand on met en place la pédagogie Montessori, c'est tellement toute notre personnalité qui doit évoluer en profondeur que c'est très compliqué. Donc ça remet malgré tout en cause notre personnalité au-delà du professionnel. Ça demande de la rigueur, ça demande du temps de préparation en amont, ça demande du lâcher-prise, ça demande une gestion différente du temps laissé à l'enfant, une gestion différente des transitions, c'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant on a décidé que c'était fini qu'à l'instant T, tous les enfants vont illico presto ranger leur activité et accourir. Ça demande donc plus de flexibilité, ça demande surtout une observation fine et précise du développement de chaque enfant. Et ça, c'est un vrai gros travail. Ça demande d'être très efficace. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur cibler les présentations. Ça demande de se déplacer, donc de la mobilité, et de s'adapter. La première fois que vous, tout content, vous allez voir un enfant et que vous lui dites « Tu veux que je te présente le cube du binôme ?» et qui vous dit « Non ». Vous avez un léger moment de solitude et il faut quand même arriver à prendre sur soi pour se dire « Qu'est-ce qu'il a ce petit rejeton de 3 ans à me dire non ?» alors que moi je sais que c'est ça qu'il lui faut. C'est pas évident, donc il faut arriver à se dire « D'accord » et à se dire alors il a envie de faire autre chose. Alors dans ce cas, quoi? Donc on peut très bien lui dire, alors est-ce que tu voudrais que je te présente autre chose? Des fois ça va être non. Bon, en fait il n'est pas disponible pour une présentation, donc peut-être qu'il a repéré qu'il allait aller observer un tel, ou peut-être qu'il a besoin de rêver, ou peut-être qu'il a des problèmes à la maison qui font qu'il n'est pas disponible, donc à nous de savoir tout ça. Ou peut-être il va nous dire, oui, je voudrais que tu me présentes ça. Soit le ça correspond à sa période sensible. En fait, vous étiez dans les maths, et puis là, il vient de changer, il est passé au langage, et vous aviez tout raté, et du coup, il vous présente un truc de langage, et vous dites « Ah, bah oui !» Soit ça correspond à sa tranche, à ses capacités, donc vous dites « Oui » et vous présentez. Soit ça ne correspond pas du tout, et là, vous dites « Ah, bah non, ça ne va pas être possible, parce que tu vois, pour pouvoir faire cette activité-là, il faut déjà avoir fait ça. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, que j'y reviens après, c'est que toutes les activités, elles sont présentées de façon progressive. Donc l'enfant, il sait pertinemment où est-ce qu'il en est de son développement. Elles sont présentées par ordre croissant de difficulté, la plus simple étant en haut à gauche, pour finir en bas à droite, pour rappeler le sens de lecture. C'est bon jusque-là? Alors, on passe au point numéro 3, la classe au quotidien. C'est ce qui va vous intéresser le plus concrètement. Vous allez voir donc une petite vidéo de 13 minutes qui date, 2014-2015. Ma classe n'a plus rien à voir avec... a beaucoup changé en tout cas depuis ce moment-là. C'est Mathilde de Cire qui a réalisé École en vie, qui était venue dans ma classe filmer et qui a fait ce petit montage. Et après je vous montrerai juste, ça dure 30 secondes de la classe à la rentrée dernière. Donc là, ce que vous voyez, c'est la mise au travail. C'est-à-dire que le matin, on se regroupe et là, j'appelle chaque enfant en chuchotant pour qu'il aille se mettre au travail. L'enfant va alors choisir l'activité de son choix parmi celles qui lui ont été présentées. Uniquement. Vous voyez que la classe est assez silencieuse. Ils sont 27, je crois, cette année. Ça, c'est l'activité prendre soin des plantes.
des lettres rugueuses, elle a été coupée. Donc là, c'est la leçon en 3 temps, là c'est la leçon numéro 1. Enfin, le temps numéro 1. Et là, c'est la fin de la leçon numéro 3. C'est un peu plus long dans la réalité. Donc ça, le b.a.-ba, vous savez qu'on dit le son et non pas le nom. Donc vous voyez, pendant que je suis avec cet élève-là, je ne suis pas avec les 26 autres. Donc on a le droit de venir observer l'autre. On a le droit de rien faire. Il y a des présentations qui sont faites uniquement à plusieurs enfants, c'est pas tout seul. Donc le matériel doit être cassable, d'accord, pour vérifier l'erreur. Donc là, lui, s'il fait tomber, ça va se casser. Et c'est pas grave, il ramassera, mais il saura que la prochaine fois, il faut faire plus attention. Mais il le saura tout seul, il n'a pas besoin d'aller lui dire. Il sera déjà assez paniqué d'avoir cassé. Ces enfants-là sont maintenant en CE1, les petites sections de cette année-là. On voit donc l'entraide spontanée d'une grande section avec une petite section. Ils ne font pas à la place, ils imitent l'adulte, donc ils présentent. Une fois qu'on a présenté, on reste à côté de l'enfant pour qu'il le fasse une fois devant vous, avec le soutien. Donc voilà, on est à côté et on regarde l'enfant qui refait l'activité devant vous. Bon, j'ai jamais présenté avec la pince à linge dans la bouche, je tiens à le préciser. Il va y avoir d'autres modèles familiaux. Et c'était le tout début de l'année, c'est pour ça qu'il n'y a pas de décoration. C'est le papa canard. C'est le papa Mio. C'est le papa... Donc on a deux observateurs là qui sont là pour regarder la présentation. Donc ça se fait en chuchotant bien sûr la présentation. On voit que la concentration est très développée. Hein. Là, cet enfant-là va même pas se rendre compte qu'elle est filmée, tellement elle est dans son collage.
voit que chacun fait son activité indépendamment des autres, la prend à l'étagère, la fait en entier et la range ensuite. Donc ça c'est un petit cahier, maintenant c'est un cahier, là c'était des fiches où il y a écrit des mots avec des sons simples. Et ils doivent lire le mot, le réécrire et le dessiner. Pour l'instant il y en a qui sont très défensifs. Donc là, il était revenu plus tard, c'est plus tard ça, c'est plus tard dans l'année. Donc là, les deux grandes sections qui sont là, ils sont en train de mettre en place le jeu de la banque. Donc ils vont travailler sur les nombres et les quantités jusqu'à 9999. Donc là, on voit qu'il y en a un qui attend, il a très envie, donc là on voit la frustration, il a très envie de faire cette activité. Ouais, et après il est dépité, il dit donc là, c'est donc le matériel d'Agnès Putou que vous allez pouvoir voir à la pause. Donc là, c'est la pochette de lecture verte. Donc c'est encore des sons simples, mais un peu longs. Elle doit lire le mot en cursif. Et de l'autre côté, si elle le retourne, c'est en script. Et l'associer à la bonne image. Et elle, c'est les mots après avec des sons complexes en script qu'elle doit coller au bon endroit de son corps. Donc, voilà. Il y a le nez, le cou, l'épaule. On voit qu'ils n'en sont pas tous au même niveau. Hein. Et là, c'est aussi je ne sais pas si c'était une moyenne ou une grande section, mais elle en était. C'est la pochette, je crois, numéro 4, celle-ci. Quelque chose comme ça. Plus tôt dans le cycle des pochettes. Cette séquence n'a pas grand intérêt, il se réveille de la sieste, les deux petites sections, et vous allez voir qu'il n'y en a pas un qui est plus réveillé que l'autre. Mais il y a une demande d'entraide. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a gardé. Pas de commentaire. Donc on voit que ce petit garçon a sûrement encore besoin d'être sécurisé puisqu'il regarde donc comment elle s'appelle, Mathilde, en lui disant bien là, alors que Mathilde ne sait pas, enfin, peut-être qu'elle sait. Mais... Voilà. Il a besoin du regard de l'adulte.
Donc là, c'est du langage aussi. Les familles d'animaux. Donc là, c'est le même petit exercice, mais avec les sons complexes. À aucun moment, on vérifie. Là, il vient me faire vérifier. Enfin, bon, là, il le fait à Mathilde, mais... Mais c'est pas obligé. Faire la séquence. Hein? Faire la séquence et ne pas demander à avoir une vérification. Pour cela, si je demande une vérification. Mais en fait, s'il l'a dessiné correctement, c'est qu'il a compris. C'est le but du dessin. C'est d'être sûr. Mais... Ah, pour tout le reste, non. Ah non. Eh ouais, parce que c'est autocorrectif. Donc en fait, s'il n'y arrive pas... Par contre, ils peuvent demander de l'aide, s'ils n'y arrivent pas. Donc là, c'est un plan global de la classe. Donc qu'est-ce que... Quoi? Ça veut dire qu'on sait que c'est... L'enfant sait quand il a fini l'activité, il sait s'il a juste ou pas. Le conseiller pédagogique de Cré qui était avec moi, il disait toujours, il prenait toujours l'exemple vous aviez levé, il prenait l'exemple du ballon de basket. Il dit quand on demande à un enfant, faire une leçon non autocorrective à un enfant, c'est comme si on lui demandait de marquer un panier de basket. On le fait lancer et on lui bande les yeux au moment où le ballon rentre dans le panier. Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il est allé à droite? Est-ce qu'il est allé à gauche? Il n'en sait rien. Alors, l'adéquation avec les programmes. On va parler des compétences travaillées, de la programmation, des plans de séquence et des séances. Là, c'est purement éducation nationale. Voilà. Alors, allons-y. Donc tout ça, on va aller très très vite parce que vous le retrouvez sur Internet, vous le retrouvez dans les livres, vous le retrouvez un peu partout. Donc là, on va le survoler. Mais ce n'est pas le cœur... Si, en réalité, c'est le cœur du sujet, mais ça a déjà été fait. Donc vous n'avez pas besoin de tout le refaire. Et si vous avez envie, vous pouvez. Donc, les compétences travaillées. Pour ce faire, vous devez prendre toutes les activités qu'il y a dans votre classe, que vous avez mis en place, que vous avez choisi de faire en fonction d'un objectif que vous vouliez que l'enfant travaille. D'accord ? Et à partir de là, vous allez faire le lien avec les programmes de l'éducation nationale et les compétences attendues en fin de cycle. Ensuite, il y a l'intérêt pour l'enfant. Donc, vous voyez bien ce qu'il faut faire pour chaque compétence. Ici, on voit que le sac à mystère, ce à quoi il correspond dans le travail de l'éducation nationale, c'est pratiquer divers usages du langage. Parce qu'en fait, le travail du sac à mystère, ça va être de nommer les objets, de dire la sensation, voilà, ça va apporter du langage. Deuxième chose, une fois que vous avez fait ça avec toutes les activités de votre classe, parce qu'il y a du matériel Montessori, entre guillemets, estampillé, c'est-à-dire qui a été conçu précisément par Maria Montessori, et il y a tout le reste du matériel. Le matériel de langage, puisqu'elle était italienne, n'est pas conçu par Maria Montessori, c'est pour ça qu'Agnès Putou, elle en propose une version. Et il y a aussi tout ce que nous, on veut travailler dans nos classes pour atteindre les objectifs de l'éducation nationale, tout en les mettant sous forme d'activités personnalisées. Vous voyez le travail. Et donc tout ça, chaque activité que vous allez mettre en place, c'est pas juste parce qu'elle vous fait plaisir ou parce qu'elle est jolie. Il faut que vous ayez réfléchi derrière à est-ce qu'elle est autocorrective, est-ce qu'elle est autotélique, est-ce qu'elle a un début, un milieu, une fin pour être recommencée et répétée. Et à partir de là, vous allez la mettre en lien. Qu'est-ce qu'elle fait travailler comme compétence de l'éducation nationale et quel objectif je vise avec cette activité. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps en amont d'avoir réfléchi à ce qu'on mettait en place. On ne peut pas juste déballer des choses et dire voilà, c'est fait, ma classe elle est remplie, c'est parti. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez devoir faire votre programmation annuelle et voir ce que vous mettez en place en personnalisation des apprentissages et ce que vous mettez en place de façon traditionnelle. Parce que peut-être que vous y arriverez, mais moi en tout cas, je n'ai pas trouvé la possibilité de faire toutes les attendus de fin de grande section, c'est-à-dire toutes les compétences du cycle 1, sous forme d'activités personnalisées. Donc vous êtes, si vous voulez respecter les programmes, contraint de faire d'une autre façon certaines matières, notamment la résolution de problèmes, la motricité
et la littérature de jeunesse. Le reste, à peu près, on peut le faire sous forme d'activité personnalisée. Ces 3 grands pans-là, moi, j'y suis pas arrivée. Après, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fait toutes vos activités, vous allez construire votre programmation. Donc, moi, j'ai mis en bleu clair, en blanc ici, tout ce que je travaille en personnalisation des apprentissages. Et vous voyez que du coup, il n'y a pas de périodicité, parce que ça va dépendre de là où on est l'enfant. Malgré tout, je nomme chaque activité. Le 1, 2, 3, la collection témoin, le jusqu'à 10 avec 1, 2, 3, les barres rouges et bleues, les perles. Donc tout ça, c'est le matériel que j'utilise pour travailler la compétence, réaliser une collection dont le cardinal est donné. D'accord ? Donc pour travailler cette compétence-là, j'ai recours à toutes ces activités-là qu'il y a dans ma classe. D'accord ? Et elles ne sont pas sous forme de période parce qu'elles vont s'adapter à l'enfant. Mais dans tous les cas, il faudra qu'à la période 5, il les ait fait. Et par contre, il y a des choses que je ne peux pas faire sous forme d'activité personnalisée. Les jeux de société, je ne peux pas les faire sous forme d'activité personnalisée. Donc, je les fais à d'autres moments de façon traditionnelle. C'est compréhensible, ça va ? Alors, ensuite, une fois que vous avez fait votre programmation, il vous reste à faire vos plans de séquence pour savoir, chose très importante, qu'est-ce qui s'enchaîne. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé quelle activité convenait à quel enfant à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire que ça va impliquer après. C'est un peu comme des dominos. Vous commencez avec une activité, ça va déclencher la suivante, etc., etc., etc. Mais si vous n'avez pas fait ce travail en amont de qu'est-ce qui va après, quelle est la difficulté suivante, vous ne saurez pas, vous allez devoir refaire ce travail à chaque fois d'enquête. Donc il est nécessaire de mettre toutes vos activités sous forme de plan de séquence. Donc par exemple, pour la construction du nombre de 0 à 10, vous allez avoir, moi ce que j'ai mis, mais c'est très personnel, encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, c'est, voilà. En séance 1, je fais une évaluation diagnostique pour savoir quels nombres sont connus. Les petites sections, il y en a qui arrivent, ils savent reconnaître tous les nombres, tous les chiffres, jusqu'à 9, et il y en a d'autres, ils ne savent pas du tout ce qu'est un chiffre. Donc je ne vais pas partir du même point avec chaque enfant. Donc je fais mon évaluation diagnostique, à partir de là je sais qui connaît quoi, et je pars de là. S'il ne connaît aucun chiffre, je vais commencer par lui présenter des chiffres. S'il connaît déjà les 9 chiffres, je valide, entre guillemets, sa connaissance, et je passe à la séance suivante. C'est assez clair, le procédé ? Donc séance 2, ça va être les barres numériques, c'est-à-dire les barres rouges et bleues. 3 par 3, là c'est séance, mais ça veut pas dire, une séance ne veut pas dire que ça va être une fois. Hein, une séance, par exemple, les chiffres rugueux, celui qui en connaît aucun au départ, je ne vais pas lui faire une séance avec les 9 chiffres. Je vais lui faire une séance avec 3 chiffres, une prochaine fois une séance avec 3 autres chiffres. S'il est en difficulté, je vais même rajouter 15 chiffres nouveaux. Voilà, on s'adapte au rythme de chaque enfant et à sa capacité. Donc cette séance veut juste dire ce que là j'ai prévu de faire apprendre. Et ça va être peut-être en plusieurs fois. Et ainsi de suite, jusqu'à l'évaluation finale qui est le passage à l'abstraction. Là c'est pour l'exemple des nombres de 0 à 10. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un enchaînement et en fait il y a vraiment une difficulté qui est travaillée à la fois. Un seul concept. Donc une séance égale une activité, mais une activité égale plusieurs séances. Parce que chaque activité a des... Comment expliquer ? Chaque activité peut faire travailler plusieurs choses différemment. Par exemple, les barres rouges et bleues, donc les barres numériques, vous n'allez pas travailler la même chose. Déjà, vous allez faire une fois que les barres numériques toutes seules, une fois que les chiffres tout seuls, enfin plusieurs fois chaque. Et ensuite, vous allez les mettre ensemble, c'est-à-dire la mise en relation des barres numériques et des chiffres. Puis, ensuite, vous allez les mettre à distance, c'est-à-dire qu'il va y avoir le tapis des barres numériques à un endroit et très très éloigné dans la classe, les chiffres. Donc, ce n'est pas du tout la même compétence parce qu'il faut avoir mémorisé, etc. Et en fait, chaque activité comme ça va avoir plein d'autres possibilités pour approfondir avec les enfants qui peuvent aller plus loin.
Ici, je vous ai montré par exemple la séance 6 de la construction du nombre de 0 à 10, qui est l'élaboration de la quantité et la mise en ordre, qui s'appelle les jetons. Vous voyez bien qu'il y a les compétences visées par les programmes de l'éducation nationale, et ensuite, le nom qu'elle porte dans la pédagogie Montessori, l'objectif spécifique qui va être visé, l'action de l'élève, le rôle de l'enseignant, le critère de réussite, le dispositif pédagogique, les variables de différenciation, et la durée approximative, je l'ai uniquement mise de façon approximative pour que vous sachiez que si vous vous lancez là-dedans, il ne faut pas que vous ayez juste 5 minutes avant la récré. Là, on touche au complexe du professeur des écoles, hein. C'est-à-dire la fiche de préparation de séance, mais sachez qu'elles sont faites, donc ne vous embêtez plus. Mais cependant, dans tous les cas, il faut se les approprier. Parce que si on... Il faut s'entraîner aux présentations et se les approprier. Vous ne pouvez pas lire en même temps que vous faites la présentation à l'enfant la séance. Ce n'est pas possible. Alors, les prérequis pour que cela fonctionne, avant qu'on parle de la mise en place. Donc, les prérequis, il y a les postures à mettre en place et les éléments. Donc, l'aménagement de la classe, petit résumé, elle doit être épurée, accueillante, des étagères à hauteur d'enfant, des aires de travail par domaine, on n'en a pas parlé ça, mais on en reparle après, un rangement logique et une ellipse. L'ellipse, c'est la ligne au sol. Le matériel nécessaire, c'est 3 fois plus d'activités que d'enfants. L'unicité du matériel, ça doit être adapté à la taille et aux enfants. Autotélique, beau et fragile, autocorrectif, et ça doit avoir un début, un milieu, une fin. Tout ça, c'est un petit résumé, là. C'est bon ? Le multi-âge, pour le partage d'expériences, pour le bain de connaissances, pour la micro-société et pour des besoins différents en même temps pour les enfants. Et les postures, c'est la bienveillance, l'attention à chacun et à sa famille, la confiance en l'enfant, c'est-à-dire pour nous le lâcher-prise, le respect du rythme, le garant du cadre, l'exemplarité dans les attitudes et la préparation minutieuse, et le respect des programmes et des compétences à acquérir. Tout ça, c'est les prérequis pour que ça fonctionne. C'est bon, vous tenez le coup? On a passé on est à 1h30 là. Il doit rester approximativement une demi-heure. Ça va aller? Alors, pour la mise en place concrète, on a l'aménagement, l'emploi du temps, le travail de l'enseignant et la communication. L'aménagement de la classe, ça c'est le plan de ma classe, c'est pour vous montrer qu'il faut que vous répartissiez les étagères et que vous réfléchissiez par domaine d'activité. On peut croire que ce n'est pas important, mais en fait ça va permettre à l'enfant de structurer son espace et donc de se structurer mentalement. Si tout est fouillis et que les activités sont mélangées, vous-même, vous n'allez pas savoir en un clin d'œil qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, on ne sait pas précisément ce qu'il fait, mais on sait qu'il fait plutôt des maths ou plutôt du langage, suivant là où il est dans la classe. Ça permet aussi, moi par exemple, j'ai mis toutes mes activités de vie pratique vers le bureau de l'ATSEM. Comme ça lui permet de pouvoir avoir un œil sur les petites sections, parce que les activités de vie pratique, c'est majoritairement pour les petites sections. Donc, ça lui permet d'être à un endroit. Donc, vous savez qu'au début de l'année, les petites sections, ils vont être là-bas. Voilà. S'il y en a un qui se perd ailleurs, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Les grandes sections, par contre, ils devraient avoir déserté cet endroit-là et être plutôt du côté, bon, pour moi, c'est les mathématiques qui étaient là et le langage qui était là, mais voilà. Et tout ça, ça permet de stabiliser l'espace, même pour vous et aussi pour nous. Sur chaque espace, ensuite, donc les différents espaces sont matérialisés. Une ellipse au sol permet de travailler en classe entière. Les grandes tables permettent de faire du travail en groupe. Et les bureaux individuels permettent le travail personnalisé. Le travail personnalisé, il se fait à la fois sur les petites tables individuelles et à la fois sur les tapis. C'est pour ça que la classe semble grande, parce qu'en fait, il n'y a pas une place assise par enfant. Parce qu'il y a les tapis. Donc quand tous les tapis sont sortis, on a beaucoup plus de mal à circuler. Mais il faut malgré tout qu'on puisse circuler. Parce que l'enfant a besoin de mouvement. J'ai une question. Après, une fois qu'ils ont pris l'activité, ils restent dans l'air qui correspond à quand vous leur présentez. Surtout pas. Donc quand vous leur présentez un miroir, ils sont obligés de Pas du tout. s'installer, ils se mettent. Ouais.
Et plus ils vont loin, mieux c'est. Selon Bérengère Colli. Parce que plus il y a de mouvement, et plus il y a de mouvement, plus il y a d'apprentissage. Donc souvent, on essaye de leur présenter loin. Par contre, ce qui se passe, c'est que si on leur a présenté sur table, ils vont le refaire sur table. Si on leur a présenté sur tapis, ils vont le refaire sur tapis. Et il y a des activités qui se prêtent à être faites sur table. Tous les versets d'eau, si vous les faites sur tapis, ça sera beaucoup plus compliqué. À l'inverse, les perles sur table, ça roule, sur tapis, ça ne bouge pas. Donc voilà, il y a des activités comme ça qui se prêtent plus à être sur table ou plus à être sur tapis, et ils referont de toute façon là où vous leur avez présenté. Mais par contre, ils ne s'installeront pas au même endroit. Mais voilà, c'est bon. Donc l'aménagement, voilà les photos donc, de ma classe. Différentes photos. Donc, qui n'est pas si grande que ça, mais je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait quand même que je le note. Et ensuite, pour chaque domaine d'activité, vous avez une ou plusieurs étagères qui regroupent les activités qui font travailler les objectifs du domaine. D'accord ? Et ces activités-là, elles sont placées sur les étagères dans l'ordre donc de difficulté, de la plus facile en haut à gauche à la plus difficile en bas à droite. Ça peut paraître contradictoire parce qu'on se dit les petites sections, ils vont prendre en bas. Mais parce que sinon, ils n'apprendront jamais. En fait, dans la pédagogie Montessori, il y a le but direct et les buts indirects. Et là, un des buts indirects, c'est de commencer à faire dans le sens de l'écriture. Donc, si vous ne leur montrez pas ça dès le départ, eh ben, il y a une perte de repère. Donc, ça a pour contrainte de faire que le en haut à gauche de l'étagère soit accessible par une petite section. Donc, ça limite grandement la hauteur de vos étagères. Donc là, vous voyez une petite section qui doit pouvoir voir. Alors bon, moi je fais qu'ils voient, c'est tout. Parce que sinon on perd de la place, mais ils doivent pouvoir voir tout en haut. Donc vous avez les différentes étagères, voilà. Étagères conçues par les employés municipaux. Sachez que vous pouvez leur demander. Donc une étagère par domaine à hauteur d'enfant. L'emploi du temps est une donnée extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger parce que ça va vous permettre à vous de savoir à quel moment vous travaillez ce qui est en dehors de la pédagogie Montessori et à quel moment vous êtes en plage horaire Montessori. Et c'est extrêmement important de différencier les deux. Très souvent, je vois des enseignants qui commencent en se disant « je laisse les enfants faire la pédagogie Montessori pendant que je prends un groupe en pédagogie traditionnelle. » En fait, ça ne fonctionne pas parce que l'enfant a besoin d'être soutenu par votre présence, même passive, même, comme on le voit, presque inexistante de l'ATSEM ou de l'enseignant. Mais si vous faites autre chose, eh ben, il va se dire que ce n'est pas important et du coup, il va faire pas ce qu'il faut avec le plateau. Si vous êtes là à le regarder et avec bienveillance et à être présent, il va être investi dans son travail. Et ça fait une grande différence. Donc, il est nécessaire vraiment d'avoir une plage. C'est à vous de choisir la durée. Tout dépend du curseur là où vous mettez. Mais c'est à vous d'avoir des plages spécifiques pour ça. On ne peut pas mélanger les deux. Ça fonctionne mal. En tout cas, vous pouvez essayer, mais vous verrez que ça ne fonctionne pas de façon correcte. Et très souvent, on me dit « oui, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas parce que pourtant, ils ont plein de plateaux. » Et ouais, parce qu'il y a un des trois composants qui est pas présent. Donc, pour mon emploi du temps à moi, l'accueil, c'est là où je fais les jeux symboliques, puisqu'on doit faire des jeux symboliques dans les programmes. Donc, je sors sur les tables les poupées, les Legos, les voitures, le dessin, etc. Et donc, c'est un petit temps. C'est le temps aussi où ils se disent bonjour, où moi, je les accueille un par un à l'entrée, et j'accueille les familles, et où eux, ils peuvent se raconter toutes leurs histoires de la maison, leurs nouvelles chaussures, le chien du papy qui est mort, etc. Donc ça, voilà, c'est à ce moment-là où on en parle. Et ensuite, bâton de pluie. Donc il y a un enfant qui est responsable du bâton de pluie, qui fait le bâton de pluie, ce qui veut dire qu'on range les activités. C'est eux qui rangent les activités à ce moment-là. Et moi, directement, quand il y a le bâton de pluie, je m'assois autour de la ligne qui est orange dans ma classe, donc autour de l'ellipse, et je commence à chanter. Et du coup, les enfants arrivent. Dès qu'ils ont fini de ranger leur activité, ils arrivent et ils se mettent avec nous. Là, on se dit bonjour, on fait le langage et les chants.
Et ensuite, on fait un réveil du corps pour se mettre en situation de silence. Donc on va réveiller toutes les articulations. Donc en plus, comme on nomme toutes les articulations, ça, après, c'est super facile à travailler. Donc on réveille toutes les articulations en silence. Et on finit par les 5 sens. Donc on réveille le toucher, la vue, on réveille les yeux, l'odorat, le goût de façon factice. Mais détrompez-vous, il y en a qui ne se lavent pas les dents, qui ont encore plein de dents. Et ensuite, on finit par réveiller. Alors, avant, je disais, on réveille Louis. Mais en fait, j'ai compris que pendant très longtemps, ils pensaient que c'était Louis, le petit garçon Louis. J'ai mis un petit temps à comprendre qu'il fallait dire on réveille Louis, mais bien on réveille les oreilles, donc oui. Parce que, une petite anecdote, mais. Et parce qu'il y a un enfant un jour qui me dit mais pourquoi Louis? C'est là que je me suis rendu compte que c'était le nom d'un enfant, j'avais jamais pensé. Et donc on finit par peut-être moins d'une minute ou une minute de silence absolu où on réveille nos oreilles, donc on écoute le moins de petits bruits. Le tic-tac de l'horloge, le chant des oiseaux, la classe d'à côté. Et du coup, il y a un silence absolu. Et ensuite, je les appelle un par un, je chuchote par les syllabes de leur prénom. Donc ça va être S, O, F, A. Sophia, elle sait que c'est elle, donc elle se lève et elle va choisir son activité. Et ainsi de suite pour chaque enfant. Si vous voulez vraiment éviter la cohue, vous attendez même que l'enfant que vous avez appelé ait pris un plateau et ait quitté les étagères. Et là, chacun enfant attend qu'il soit appelé et va prendre son activité. Là, après, vous êtes en temps d'observation. C'est un temps qui est important, vous savez vers quoi va l'enfant. Mais ce n'est pas le temps le plus important, parce que les enfants, tout comme nous, s'échauffent. Nous, avant de se mettre au vrai travail de préparation de classe, par exemple, on va regarder nos mails. Et bien eux, c'est pareil. Eux, avant de faire une tâche cognitivement difficile pour eux, ils vont aller faire un truc fastoche. Ils s'échauffent, ils se mettent en jambe. Donc, c'est pas le moment le plus intéressant à observer. Mais c'est un moment à observer, parce que vous voyez vers quoi ils vont déjà, s'ils vont à plusieurs, s'ils vont tout seuls, s'ils arrivent à choisir. Et une fois ce moment fait, vous allez entrer en présentation. C'est-à-dire que vous allez vers un enfant. Alors, soit vous vous en gardez un sous la main, vous ne l'appelez pas, et puis il observe un temps avec vous, puis vous le gardez comme ça, il est prêt. Soit quand c'est des présentations à plusieurs, là, vous êtes obligé de les garder à ce moment-là, parce que sinon, vous ne les retrouverez jamais dans la journée, tous les 4 ou quoi, libres en même temps. Donc là, c'est là le moment où on garde, quand on fait les présentations de fin de grande section à plusieurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas le temps d'observer. Ils prennent autant de plaisir que nous à observer les autres. Ils sont en silence, ils observent. Voilà. Et ensuite, on rentre en présentation. Et après, on présente au fur et à mesure. Et il vous faut un deuxième temps d'observation au cœur de la période, je dirais, au cœur de la plage horaire, parce que c'est là que vous allez réellement pouvoir voir quelle est l'activité qui le mobilise, quelle est sa période sensible et quelle est sa zone proximale du développement. Donc, il faut vous obliger, vous contraindre au départ à vous arrêter dans les présentations pour prendre ce temps d'observation, qui vous fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, il y a la récréation. Ensuite, moi, je fais la motricité, donc le sport. À nouveau, un petit temps collectif. L'après-midi, pendant que les petites sections sont à la sieste, je fais un travail de groupe spécifique avec les grandes sections et les moyennes sections, avec tout ce qui est autour du graphisme, parce que je me suis rendu compte que si je le faisais qu'en individuel, ils pouvaient prendre des mauvaises habitudes sans que je m'en rende compte, notamment dans le sens de l'écriture, etc. Ensuite, à nouveau, une plage d'activités personnalisées. À nouveau, la récréation. Celle-là, elle est souvent facultative. Et ensuite, à nouveau, un temps de travail. C'est mon emploi du temps. Comme tout emploi du temps, c'est une indication. Ça ne veut pas dire que je le respecte à la lettre, mais ça veut dire que c'est malgré tout ce vers quoi je tends à organiser ma journée, pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai prévu dans l'année. Donc, le travail de l'enseignant en amont de la classe, en premier lieu, c'est de préparer ses présentations. Donc, vous êtes obligé, avant de faire la classe, d'avoir préparé vos présentations. Je vous ai mis ici un des tableaux qui est issu du livre « Je me lance en Montessori » où il y a plein de tableaux. C'est le truc de ce livre-là, c'est plein de tableaux pour
de grille pour s'auto-analyser ou pour s'aider à préparer. Donc là, c'est préparer ses présentations. Donc voilà, là, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est d'abord on observe l'enfant, on s'entraîne, etc. Une présentation, c'est quoi? Elle est personnalisée, c'est-à-dire qu'elle est ciblée sur la zone proximale de développement, elle est souhaitée ou en tout cas acceptée par l'enfant. C'est un moment privilégié et elle est individuelle ou à plusieurs, suivant le type de présentation. Elle est dans tous les cas préparée. Ça veut dire que vous êtes entraîné. Ça veut dire que chaque parole et chaque geste, vous les avez consciemment choisis. Comme quand à l'IUFM ou à l'ESP, on vous disait qu'il fallait écrire la consigne parce que chaque mot comptait. Et bien c'est pareil, sauf que c'est sur tout le temps de présentation. Elle commence et elle finit à l'étagère. Si vous ne partez pas de l'étagère, si vous ne finissez pas l'étagère, l'enfant ne le refera pas. Il ne rangera pas son activité. Et très souvent, on a tendance à s'arrêter à lui dire « Bah voilà, je te laisse, je continue. » Mais sauf qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc lui, il va l'avoir continué, puis il va se dire bah, « Super, je fais comme la maîtresse, je m'en vais. » Et ben non, en fait, il faut vraiment aller jusqu'à l'étagère, lui délivrer le sésame. Maintenant, tu peux refaire cette activité quand tu voudras, autant de fois que tu voudras. Et si tu as envie, tu le reprends. Et là, il le reprend. Mais vous êtes allé jusqu'au bout de la présentation. Elle a toujours un objectif d'apprentissage, de développement et des buts directs et indirects. Elle est progressive, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans une séquence et qu'elle comporte des variantes. Ensuite, l'enseignant en amont de la classe, il va préparer son cahier journal, c'est-à-dire le déroulement de sa journée, quand est-ce qu'il va être disponible, les livres lus, les cantines, tout ça. Il va préparer également l'ensemble des cahiers. Voilà, je ne vous développe pas l'ensemble des cahiers parce que ça c'est très personnel. Voilà, ça c'est juste un exemple du cahier de vie. Donc on reprend la frise, la poutre du temps avec en détail ce qui est fait en commun dans la classe sous forme de dictée à l'adulte, la comptine de la semaine et les livres lus. Il vérifie toujours en amont de la classe que tout le matériel est en place, que les crayons sont bien taillés, que les éponges sont humidifiées. Heureusement, après, vous pouvez aussi confier ça à votre ATSEL, mais voilà, que tout est bien rangé à sa place, etc. Tout ça, toujours dans le but de garder la période sensible de l'ordre de l'enfant et donc de construire chez lui cette capacité-là. Ensuite, pendant le temps de classe, votre travail principal, c'est l'observation des enfants. Et la présentation, mais l'observation des enfants. Va-t-il bien? Travaille-t-il? Que fait-il? Combien de temps? Comment? Avec qui? Quelle est sa période sensible? Sa zone proximale de développement? Comment se passent les interactions avec les autres? Que faut-il réguler? Et tout ça, vous annotez dans votre cahier pour savoir votre travail d'enquête, où est-ce qu'il en est. Ça, c'est un niveau grille pour s'aider à observer le comportement de l'enfant. Pendant le temps de classe également, vous allez devoir faire une présentation correcte des activités. Donc, qu'est-ce qu'une présentation correcte? Voilà. Grâce à l'observation, il est possible pour vous d'anticiper les présentations que vous allez faire. Pour autant, vous allez devoir vous ajuster en fonction de l'enfant disponible, en fonction de sa période sensible, etc. Donc, il vous faut à la fois anticiper ce que vous allez faire sur ce temps de travail personnalisé et à la fois vous adapter au réel. C'est pour ça que moi, j'ai un petit cahier avec double entrée. Je note par enfant ce que je compte lui présenter et je compte ce que et j'écris ce que j'ai réellement présenté. Des fois, c'est concomitant et des fois, pas du tout. Ça ne veut pas dire que je me suis trompée, des fois, c'est que je me suis complètement trompée, mais des fois, c'est juste que dans le langage, il en est à tel endroit, mais là, cette fois-ci, j'ai présenté les globes rugueux, mais la prochaine fois, ça ne m'empêchera pas de revenir sur là où il en est dans le langage. Voilà. Pendant le temps de classe, vous êtes le modèle, donc dans vos gestes, dans vos attitudes, dans vos paroles, dans tout ce qui est non-verbal. Vous devez faire respecter le cadre et les règles de la classe.
vous devez être disponible et soutenir chaque enfant. C'est déjà pas mal. Après la classe, là vous dites que vous avez déjà tout donné, mais non. Vous devez faire le lien avec les familles, vous devez ranger le matériel, vous devez faire le suivi de l'enfant, parce que malgré tout, en fonction de ce que vous lui avez présenté, ce que vous avez observé, il a évolué, il a avancé dans votre plan de séquence. Et vous devez vous entraîner pour les présentations suivantes au départ. Après, on les maîtrise quasiment toutes, mais au départ, il m'est très souvent arrivé au départ d'un enfant me dise « Est-ce que tu peux me présenter ça ?» Et je sais que c'est dans sa zone proximale de développement, mais je lui dis « Oui, demain !» Parce que moi, là, actuellement, j'aurais pas été capable de lui présenter suffisamment clairement cette présentation-là et qu'il fallait que la veille, il fallait que le soir même, je me la refasse, que je me l'entraîne, parce que c'était pas... Il y a des présentations qu'on fait moins que d'autres, donc on maîtrise moins et donc il est nécessaire de s'entraîner. Pour suivre les progrès de l'enfant, vous avez deux choix. Donc soit vous avez une frise avec toutes vos séances et des petites étiquettes et vous avancez l'étiquette de l'enfant en fonction de là où il en est, de la séance. D'accord ? Soit vous avez un tableau à double entrée, vous faites une croix quand vous avez présenté et vous entourez quand vous pensez que c'est acquis par nous. Voilà, ça c'est des fonctionnements, après il y a plein d'autres fonctionnements. Et sachez-le, j'ai pas noté le nom. Il existe un logiciel, on m'a parlé d'un logiciel anglais qui permet de faire le suivi des présentations. Mais je me rappelle plus son nom. Transclassroom, un truc comme ça. Et ça permet de rentrer les présentations. Votre travail après au fil de l'année, ça va être de vous adapter, d'adapter votre pratique aux enfants, de modifier l'ambiance si nécessaire, donc de régler l'environnement, de faire un bilan régulier pour chaque enfant dans ses apprentissages pour que vous soyez sûr que vous n'en laissez aucun sur le bord du chemin, de vérifier que chaque enfant progresse à son rythme, et c'est très bien, mais qu'en même temps, il avance suffisamment pour acquérir à la fin de la grande section l'ensemble des compétences, et d'analyser votre pratique. Les autres années, heureusement pour vous et pour nous et pour tout le monde, c'est beaucoup plus léger. Les autres années, on fait des petites modifications à la marge, mais normalement, tout le gros est fait. Vous, votre travail de posture, il a été fait. Le travail d'aménagement de la classe, il a été fait. Vous savez, la première année, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer la suite, alors que les autres années, on sait qu'en fait, il va y avoir cette explosion de l'arbre et du feuillage. La première année, on ne sait pas. Donc, on a cette angoisse-là. Les autres années, on le sait, donc c'est beaucoup plus simple. Ce qui ne vous empêche pas, et ça termine le chapitre 6, c'est de communiquer énormément avec votre ATSEM, qui reste votre partenaire dans cette pédagogie alors qu'elle ne l'a pas choisi, de communiquer avec vos collègues. Vous n'avez pas la bonne pratique et elle les mauvaises, d'accord ? Chacun a sa façon d'enseigner et chacun a la liberté pédagogique de choisir sa pratique. Mais à l'inverse, vous n'êtes pas non plus le vilain petit canard. Voilà. Avec les familles, pour expliciter ce que vous faites. Et bien sûr avec votre hiérarchie. Est-ce que c'est bon pour cette mise en place concrète ? Est-ce que vous y voyez plus clair ? Ouais, j'imagine qu'il y en a déjà plein qui ont déjà fait tout ça. Non, pas encore ? Pas totalement ? En tout cas, il y en a plein qui ont commencé à se mettre dedans, donc c'est déjà un premier pas. Alors, arrive la posture enseignante et après l'évaluation du dispositif et je vous libère. La posture enseignante, c'était une demande de parler de cette posture et c'est une bonne demande parce que c'est fondamental, sauf qu'on pourrait faire une conférence uniquement sur la posture enseignante. Donc c'est toute la complexité
du raccourci que je vais vous faire. Qu'est-ce qu'une posture? Les différentes postures, modifier sa posture. Attention. Alors, qu'est-ce qu'une posture enseignante? Je me suis inspirée de Dominique Bucheton. Donc, c'est une manière langagière et cognitive de s'emparer d'une tâche. Une posture. Ça, c'est une posture de base. La posture enseignante, elle vient après. Donc, la posture, c'est une attitude, une position du corps, volontaire ou non, qui se remarque soit parce qu'elle a d'inhabituel ou de peu naturel, de particulier à une personne ou à un groupe, soit par la volonté de l'exprimer avec insistance. Donc, on voit bien qu'une posture, c'est pas qui on est réellement. C'est qu'est-ce qu'on se donne à être pour servir une cause. D'accord? La posture de l'enseignant, elle va s'adapter en fonction de la classe, en fonction du moment de la classe, en fonction du groupe d'élèves qu'elle a en face, en fonction de qui on est. Forcément, ça va jouer sur tous ces tableaux-là. Pour parler des différentes postures, nécessaires dans la pédagogie Montessori, il m'a semblé obligatoire de vous parler des différentes postures enseignantes. Parce que, chose incroyable, on les connaît que très peu, alors qu'on s'en sert toute la journée. Il y a la posture de contrôle. C'est quand on cadre la situation. C'est-à-dire que l'enfant, il a une très faible marge. C'est nous qui décidons tout, pardon. Et lui, il a une toute petite marge pour s'exprimer. Ça, c'est la posture de contrôle. C'est pour avancer tout le groupe en même temps. Il y a la posture d'accompagnement. Il n'y a pas une posture qui est meilleure que l'autre, je tiens à préciser. C'est différents types de postures. On va voir qu'à certains moments, on va aller chercher tel type de posture pour répondre à tel besoin. La posture d'accompagnement, on apporte une aide, on accompagne l'élève de façon temporaire. La posture de lâcher prise, on donne à l'élève sa responsabilité, c'est ce que je vous parlais de la confiance en l'enfant, et en même temps, on veut qu'il y arrive tout seul. Donc, on l'aide, mais très vite, on veut qu'il y arrive tout seul. Le lâcher prise, c'est on tue. D'accord? C'est très résumé, hein, donc c'est très, il y a plein d'autres choses derrière toutes ces postures. La posture d'étayage, c'est quand on aide l'enfant, on lui apporte plein d'aides, mais qu'on veut très vite s'en séparer. C'est-à-dire qu'on veut que l'enfant il en ait besoin à un moment donné, mais très vite il s'en sépare. Et en fait, j'ai appris très récemment qu'en anglais, l'étayage, ça se disait pas étayage, ça se disait échafaudage. Parce qu'en fait, étayage, quand on met un été, c'est voué à rester. Quand on met un été pour soutenir une maison, c'est voué à rester. Alors qu'un échafaudage, c'est voué à être enlevé. Et en fait, je pense effectivement que cette appellation échafaudage est plus juste en réalité que étayage. C'est-à-dire qu'on construit des aides pour l'enfant pour qu'il arrive à grandir, mais le but c'est de l'enlever et qu'il reste droit. D'accord? La posture d'enseignement, bon, ben là on formule et on structure un savoir. D'accord? On l'aide à faire ce qu'il ne sait pas faire tout seul. La posture du magicien, c'est quand on en fait des kilos pour donner de l'attrait et qu'en fait le savoir n'est pas l'objet de la chose, c'est d'attirer l'attention, qui est importante à ce moment-là. La posture du maïeuticien, c'est clairement ce qu'on peut faire par exemple dans les dictées à l'adulte, c'est-à-dire qu'on fait accoucher l'idée par l'enfant, d'accord? Et qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce qui effectivement il s'est passé? Quand on fait de la résolution de problème. Oui, alors pourquoi tu es allé chercher 3 œufs? Pour quelle raison? Donc ça c'est la posture maïeuticienne. Et le surétayage, c'est quand on étaye plus que nécessaire. On voit que l'enfant il a besoin, mais on en met encore plus. Du coup, ça peut aussi s'appeler contre-étayage, parce que ça peut être contre-productif. Alors, maintenant qu'on a très rapidement vu ces différentes postures, mais réellement, je vous invite à aller travailler là-dessus, parce que c'est fondamental, c'est vraiment le cœur de notre métier, de connaître toutes ces différentes postures et d'arriver à savoir en jouer en fonction des objectifs qu'on veut travailler. Donc, allez voir Dominique Bucheton, c'est passionnant. Au moment de l'accueil,
vous allez être dans une posture d'hôte, d'accord, avec chaque enfant et avec ses parents ou sa famille. Vous allez l'accueillir, vous allez lui faire la visite, vous allez vraiment le faire se sentir bien, dans le but de développer le bien-être de l'enfant, la confiance en lui et la structuration de l'espace avec des repères. Là, il y aura tel matériel. Ensuite, au moment du regroupement, vous allez être dans une posture plus leader. Vous allez faire de l'animation et de l'encouragement, dans le but de cadrer, de dynamiser et d'encourager. Ensuite, dans les activités personnalisées, vous allez être dans une posture de modèle, d'accord, dans vos actes, dans vos propos, dans vos pensées, pour créer l'ambiance. Dans les moments de présentation, vous allez être le guide, donner le savoir, faire du lien. Tout ça pour développer la confiance en soi, l'importance et la connaissance. Ensuite, dans les moments d'activité physique, vous allez plutôt être coach. Vous allez impulser, réguler, structurer, faire le travail de groupe, tout ça pour faire progresser chacun et dynamiser. Au moment des récréations, tout le monde pense que c'est la pause des enseignants. Que nenni! Vous allez être médiateur, faire de la médiation de conflit, faire attention à ce que chacun trouve sa place. Au moment des ateliers en petits groupes, vous allez être la posture d'enseignement, donc donner la connaissance, réguler la pensée, structurer. Tout ça pour qu'il y ait du groupe et de la cohésion. Vous voyez donc qu'il y a une pluralité de facettes à travailler et à montrer aux enfants. Mais c'est qu'une partie. Vous avez besoin de plein d'autres facettes. Vous avez besoin d'être conciliateur avec vos collègues, diplomate avec votre ATSEM et les parents, orateur avec la hiérarchie pour emporter l'adhésion, précis et persévérant pour préparer les présentations, organisé pour tout préparer, et bien sûr bienveillant avec les autres et avec vous-même. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de postures à travailler et à faire émerger. Alors il y en a qui sont innées différemment chez chacun d'entre nous, puis il y en a d'autres qui sont plus compliquées à mettre en place. Comment faire pour faire évoluer cette posture? Je pense que vous n'avez guère d'autre choix que de vous filmer et de savoir. Et je peux vous dire que la première fois, c'est sacrément difficile. Mais c'est très formateur. On se rend compte de plein de choses qu'on ne pensait pas du tout faire de cette façon-là. Et ça permet du coup d'évoluer plus rapidement. Vous pouvez discuter avec les autres, pour avoir des idées, des astuces. Vous pouvez lire des ouvrages spécifiques, notamment sur la communication non violente, parce que vous allez avoir besoin de reformuler vos phrases pour les dire de façon bienveillante. Vous allez vous entraîner chez vous à changer vos paroles ou vos façons de dire. Ça va aussi changer chez vos collègues. Vous n'allez pas parler de la même façon. Les pauses café ou entre midi et deux, on vide le sac en disant tout ce qu'on pense des élèves et de tout ce qu'ils nous font subir. Avec la bienveillance, ça n'existe plus. Mais vous verrez qu'en fait, on s'en passe très bien finalement. Et que quand les collègues continuent à faire ça, on se dit « Oh, quand même !» Mais j'ai dit ça, je l'ai fait. Et après, on arrive à faire autrement. En se notant ou en répétant les dictons, je peux vous dire que pour certains élèves, plusieurs fois par jour, il est nécessaire de se répéter chaque jour un regard nouveau sur l'enfant. Chaque jour un regard nouveau sur l'enfant. Chaque jour un regard nouveau sur l'enfant, parce que sinon on accumule et l'accumulation vous fait franchir certaines limites qui n'est pas possible de franchir. Donc chaque jour un regard nouveau sur l'enfant, même chaque heure, parfois. Mais voilà, et à force de se noter des dictons et de se les redire, ça permet de se recentrer et de faire le vide et de repartir du bon pied. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'est une aide. En relisant souvent le décalogue de Maria Montessori, donc j'en ai pas parlé ici, mais le décalogue, c'est les 10 principes qu'elle demande à un éducateur de respecter. Notamment, ça va vous montrer quel est le niveau de bienveillance attendu. Voilà. Je ne sais pas qui est capable d'accéder à ce niveau-là de bienveillance, mais c'est ce vers quoi
on peut tendre si on met en place la pédagogie Montessori. En vous laissant du temps, la posture, ça ne se modifie pas comme ça. C'est pas parce qu'on en a envie que ça se fait. C'est déjà le début d'en avoir envie, mais c'est pas suffisant. Donc il faut être un nécessaire du temps. Et donc voilà, en étant indulgent avec soi-même. Vous saurez que le dispositif fonctionne si, pour l'enfant, il se développe de façon autonome tant matériellement qu'intellectuellement, s'il respecte le cadre d'apprentissage, s'il s'investit dans le travail, s'ils sont bienveillants entre eux, s'il s'épanouit, s'il a envie d'apprendre et s'il progresse. Si vous observez ça chez vos élèves, vous saurez que le dispositif mis en place fonctionne. Pour vous aussi, c'est ça le double effet de la pédagogie Montessori, c'est que certes c'est du travail, certes c'est de l'investissement, certes il y a plein de choses à penser au départ, mais ça va vous apporter énormément. Vous allez être beaucoup moins sollicité par les enfants, parce qu'ils n'auront plus besoin de vous. Vous aurez des vrais temps d'observation pour connaître finement chaque enfant. Vous aurez un niveau d'apprentissage inespéré dans vos classes. Vous aurez moins de bruit, tellement moins de bruit. Donc vous serez tellement moins fatigué. Parce que vous arrêterez d'être celui qui donne. Donc vous serez beaucoup moins fatigué. Donc beaucoup plus disponible pour votre vie personnelle. Et vous aurez surtout plaisir à enseigner. Alors, vous pouvez déjà avoir plaisir à enseigner, mais vous aurez encore plus de plaisir à enseigner. Voilà, les pédagogies complémentaires. Alors, je pense qu'on va s'en passer pour ce soir. Je voulais juste finir sur moi, le petit dicton que j'ai affiché dans mon petit coin à moi de ma classe. C'est recommence. Même si tu sens la fatigue, même si le triomphe t'abandonne, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, même si la douleur brûle tes yeux, même si on ignore tes efforts, même si l'ingratitude en est le prix, même si l'incompréhension coupe ton rire, même si tout a l'air de rien, recommence. Et ainsi, à force de temps, à force de recommencer, on voit les effets et je peux que vous encourager à aller jusqu'au bout de la démarche parce que c'est vraiment une très belle aventure. Voilà. C'était long, je vous remercie parce que vraiment vous avez été très patients alors que c'était dense et long. Donc on se voit pour les questions, j'espère, après. Vous pouvez aller manger et vous remettre un temps de manger.